Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer un live en duo avec la psychologue Sophie Aiello. C'est notre rendez-vous régulier maintenant autour des émotions. On va juste attendre que Sophie nous rejoigne. Donc les questions d'usage. Tout d'abord, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour, bonjour Jean-François, bonjour à tous. Désolé pour le petit retard. On va commencer. On va attendre que les personnes nous fassent un retour sur la qualité de l'audio et de l'image. Oui, merci Amina, merci Bonan. Allez, ben on va pouvoir commencer. Alors, on va parler encore aujourd'hui des émotions. Le sujet est intarissable, j'ai envie de dire. Je me Euh, doutais bien. on reçoit énormément de questions. Aujourd'hui, on va parler de comment présenter les émotions aux enfants, si tu veux bien, Sophie. Mm. Peut-être tu pourrais te présenter de nouveau, parce que je vois qu'il y a de nouveaux, enfin, il y a de nombreuses personnes qui nous rejoignent et qui n'ont pas forcément participé au précédent live. Donc, je vais te laisser te présenter d'abord, si tu veux bien. Bien sûr. Alors bonjour à tous. Alors je suis Sophie Aiello, je suis psychologue depuis une quinzaine d'années maintenant, un petit peu plus. Voilà, je suis aussi maman. Je trouve ça important parce que je crois que quand on goûte vraiment à ce que c'est que d'être parent, bah voilà, il y a des choses qui, voilà, ça vient. En tout cas moi, ça m'a vraiment permis de nuancer mes propos et de mieux, encore mieux comprendre ce qu'on pouvait me décrire au cabinet. Euh, donc voilà, ça me tient à cœur de transmettre autour des émotions. Moi-même, je me suis connectée à mes émotions assez tard. Donc je trouve ça vraiment, parce qu'une fois qu'on arrive à comprendre à quoi servent nos émotions et comment s'en servir dans notre quotidien, bah, c'est vraiment quelque chose de très très aidant. Et donc ça me tient à cœur de transmettre ça le plus tôt possible. Il n'y a pas d'âge pour l'apprendre, donc c'est super de pouvoir l'apprendre en tant qu'adulte à n'importe quel âge, et c'est super de pouvoir le transmettre aux enfants le plus tôt possible, évidemment. Voilà, donc je fais tout un tas de choses autour de ça, des ateliers des émotions, des groupes de parentalité, un livre là qui va Hmm. bientôt sortir. Voilà, ça me tient vraiment à cœur de transmettre autour de ça. Merci à toi. Première question, est-ce que nous ressentons des émotions dès la naissance? Oui, oui, on voit bien les bébés qui ont peur, qui ont, c'est ça qui est intéressant avec les émotions, c'est que ça fait vraiment partie de ce qui est archaïque dans le cerveau. Le cerveau commence par là. Ça fait partie des réflexes, comme on va voir le réflexe du chaud, du froid, enfin les choses très très. On voit les médecins qui viennent tester les réflexes des bébés. Ça fait partie des réflexes en fait. Donc oui, dès le début. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que cette partie-là se développe bien plus tôt que la partie qui permet de gérer les émotions. Oui. Et c'est pour ça qu'on se retrouve souvent désemparés en tant que parents face aux élans émotionnels de nos enfants. Voilà, exactement. C'est toute cette partie-là qui est présente dès le début et tout le reste qui sert à gérer les émotions, comprendre les conséquences de nos actions quand on fait ceci ou cela. Tout ça et anticiper aussi l'émotion et la réaction de l'autre face à l'émotion. Enfin, tout ça, c'est des choses qui viennent bien plus tard dans la maturation du cerveau. Donc, on va dire qu'avant 6-7 ans, c'est extrêmement complexe pour les enfants de maîtriser leurs émotions. Et après, ça vient progressivement, et je trouve ça important aussi de le dire, que le cerveau vraiment est mature autour de 25 ans. Donc, voilà, même 25 à ans. 6-7 ans, voilà, même à 6-7 ans, on est encore quand même très loin d'un fonctionnement optimal du cerveau. Et en plus, on voit bien nous-mêmes en tant qu'adultes, Oui. parfois, même avec notre cerveau complet, parfois même pour nous, c'est compliqué. Donc on peut imaginer qu'avec pour les enfants qui avec leur petit cerveau qui n'est pas complet du tout, à quel point c'est encore plus difficile. Et voilà, donc c'est intéressant d'avoir ça en tête parce que ça vient mettre du sens sur des choses qui nous paraissent parfois en tant que parents insensées. Oui. Alors, dès la naissance, l'enfant pleure, va exprimer donc de la frustration, de la colère. Je crois que pas toutes les palettes des émotions sont présentes à la naissance. Il va y avoir des émotions sociales ensuite qui vont arriver en fonction du développement du cerveau, etc. Ce qui est sûr, c'est que les émotions sont des messagères, Mm. à la fois pour la personne qui va les ressentir, mais aussi pour la personne qui va assister aux émotions. Et justement,
Donc c'est le sujet de ce live, c'est comment expliquer aux enfants quelles sont les fonctions des émotions, ce qu'est une émotion, par exemple, et comment finalement leur donner ce droit aussi implicitement de ressentir ces émotions, puis ensuite de pouvoir les réguler de mieux en mieux. Alors, ce qui me semble vraiment important là-dedans, c'est que déjà pour pouvoir transmettre ça à nos enfants, on a besoin nous-mêmes de comprendre à quoi ça sert. Moi, avant, je le dis sans problème. Hein, pour moi, une émotion, c'était que des embêtements. Il fallait le gérer, il fallait ça fatiguer, ça voilà. Donc, je sais qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont ces croyances-là. Et donc, c'est vraiment important déjà de se réapproprier la fonction même de nos émotions et de comprendre à quoi ça sert pour pouvoir ensuite l'expliquer à nos enfants. Sinon, c'est juste quelque chose de très plaqué qu'on va leur raconter. Et si ça n'a pas de sens pour nous, alors ils vont pas vraiment comprendre ce qu'on va leur raconter. Oui. Donc c'est ça qui est important. Pardon. Donc tu parlais des émotions à la naissance. C'est une émotion, c'est physiologique. C'est comme la faim, la soif. Pardon, la faim, la soif, sommeil, pas sommeil. C'est des choses qui viennent nous donner un message, qui viennent nous renseigner sur ce qui se passe pour nous, sur nos besoins profonds. J'ai faim, ah bah tiens, encore doit avoir besoin de nourriture. Ce qui est différent de l'envie de manger, c'est encore autre chose. Oui. J'ai sommeil, ah bah mon corps a besoin de récupérer, c'est probablement le moment d'aller dormir. C'est la même chose pour nos émotions. Si on se dit tiens là je ressens de la colère ou de la tristesse, mais allez, faut pas que je m'écoute, faut pas que je m'écoute, faut que j'y aille, faut que et alors on se prive vraiment de quelque chose d'essentiel, d'un message vraiment tout aussi important que j'ai faim, j'ai soif ou j'ai sommeil. Donc donc déjà ça c'est important de le comprendre. Alors si on donne des exemples, j'aime bien donner l'exemple du dégoût parce que je trouve que c'est assez parlant. Quand on a du dégoût qui fait partie des émotions primaires, par exemple si on est dégoûté par un aliment, juste d'y penser, ou de voir l'aliment, on va se mettre comme ça, on va voir et on voit comme déjà tout notre corps se met dans une position qui nous permet quelque chose. Oui. De ressentir ce dégoût va me permettre de me fermer complètement à cette chose-là. Et donc, la fonction du dégoût, c'est de nous protéger. C'est pas de nous embêter, c'est de nous protéger d'un aliment, par exemple, qui pourrait être potentiellement mauvais, je sais pas, on peut prendre des exemples très communs, de voir le vomi de quelqu'un, et c'est assez fréquent quand on est parent, avec nos enfants, et ça nous dégoûte. Mais pourquoi? Parce que c'est dangereux ça serait dangereux de pouvoir ne pas être dégoûté par ça. Donc c'est toutes les émotions ont une fonction. Oui. Et à partir du moment où on comprend ça, déjà ça s'éclaire. Ah ouais, déjà ça a du sens quoi. Et tout notre corps se met tout notre corps nous aide dans la compréhension de ce message et dans ce que ça nous permet. La colère, on va être comme ça, on est prêt à affronter quoi. On n'est pas content, c'est là qu'on va avoir tendance à avoir envie de taper, envie de crier. Voilà, on vient mettre nos limites. Tout notre corps participe, c'est instinctif. On se dit pas je me mets comme ça. Non, comme la joie par exemple, et je m'arrêterai là pour ces exemples, mais la joie, on va avoir tendance, on le voit chez nos enfants qui font moins attention à tempérer leurs émotions que nous, ils ont moins la possibilité. Mais aussi, il y a quelque chose de plus social. La joie, les enfants sautent de joie. Ils sont contents, ils sautent de joie. Et même nous, on est très ouverts. De suite, on a envie de partager, de prendre le téléphone, de raconter ce qui nous est arrivé, qui nous fait du bien, qui est joyeux. Pourquoi? La joie, c'est quelque chose qui nous renseigne sur ah tiens, ce que tu es en train de vivre là, c'est positif. Donc, ça vaut le coup de le transmettre aux autres. Donc là, on est ouvert à ça. Là, notre corps, il est prêt à recevoir ce truc-là qui est positif. Donc, tout notre corps participe à ça. C'est physiologique réellement. Hein. C'est pas les émotions, c'est pas juste mental. C'est le corps, c'est physiologique. J'insiste, c'est biologique. C'est tout comme quand on pense à un aliment que l'on aime, on va saliver. C'est physiologique. On se dit pas tiens, il faut que je salive. C'est la même Donc, chose. Le corps réagit avant la prise de conscience de l'émotion. Ouais. C'est ça? Oui, c'est instinctif en fait. Ouais. Et c'est justement cette partie du cerveau qui se développe d'abord chez les enfants, qui instinctivement nous fait sécréter des neurotransmetteurs, donc c'est des messagers entre les neurones, notre corps est déjà prêt avant même qu'on comprenne qu'on ressent une émotion. D'accord. Et donc un danger, par exemple, chez un enfant, lorsqu'il va percevoir un danger, ça peut être par exemple justement quand on ne lui apporte pas de soins. Pour lui, c'est une situation dangereuse. Bien sûr. Quelque part. Comment il va réagir du coup? Son corps déjà va s'exprimer, donc il va peut-être crier plus fort pour qu'on fasse attention à lui.
Et je crois qu'il y a même une limite à ce moment-là. Là, on va faire un petit focus sur ce signal d'attachement, on va dire. Oui. C'est que lorsqu'il a crié énormément, qu'on n'est pas venu à son secours, enfin, qu'on lui a pas apporté de soins, il va se couper de son émotion justement parce que c'est trop Exactement. intense pour lui, c'est ça. Exactement. Donc il va arrêter d'exprimer cette émotion. Bah, il se rend compte que son cerveau se rend compte que ça sert à rien. C'est pas lui qui se dit ah bah tiens je vais arrêter de manifester mon émotion. Son cerveau se rend compte que ça ne sert à rien dans cet environnement-là. Le cerveau est très bien fait pour s'adapter à l'environnement qu'il a. Donc ça sert à rien. Donc le cerveau trouve d'autres stratégies. Mais justement souvent après il y a tout un travail pour se reconnecter à cette émotion-là. Oui, d'accord. Et comment ça s'appelle du coup cette étape de déconnexion de l'émotion? Est-ce que ça porte un nom particulier? Bah c'est vraiment un mécanisme de Oui. protection. C'est tout ce qui est mécanisme de protection. On parle de stratégie de coping aussi quand on parle souvent de la résilience. Mhm. Ça fait partie des résiliences en fait. C'est s'il nous arrive quelque chose de difficile, si on est privé de quelque chose, alors on va mettre des choses adaptatives pour faire autrement. C'est comme si notre corps à un moment donné était privé de nourriture. Oui, Alors notre métabolisme va ralentir pour qu'on s'adapte à cet environnement où il n'y a pas beaucoup de nourriture. Alors ça ne veut pas dire qu'il y d'accord, aura pas des conséquences derrière négatives à un moment donné de notre vie, mais à ce moment-là, dans l'urgence, c'est ça qui est important. d'accord. C'est le cerveau voit survie. Hein. Donc s'il n'y a pas de possibilité de pouvoir être aidé dans la peur, par exemple, alors eh ben on va s'en couper Hmm. et on va essayer de faire autrement, trouver d'autres stratégies. D'accord. Inconsciemment, c'est inconscient. Alors, quel discours pouvons-nous tenir aux enfants vis-à-vis des émotions? Est-ce qu'on peut leur parler justement de cette fonction adaptative des émotions? Alors bien évidemment, pas tout de suite, hein. On Oui, va d'abord les aider à justement accueillir ces émotions, etc. Ils ont besoin de nous parce qu'ils ne peuvent pas le faire en autonomie, c'est ça. du fait de l'immaturité Mm, cérébrale, du fait de d'autres éléments. mm. Donc déjà, on va être là en tant que co-régulateur auprès d'eux jusqu'à à peu près, tu disais 6-7 ans. Mais même au-delà, hein, les Même enfants, au-delà. même nous adultes, on a besoin d'avoir des co-régulateurs parfois pour nous aider à traverser les émotions. Disons Ce qui est, qu'avant 6-7 ans, c'est vraiment essentiel. ouais, À partir de 6-7 ans, il commence à c'est ça. pouvoir un peu le faire. Voilà, on va le Et dire il y comme a un ça. petit gap aussi qui est franchi à partir de 3 ans parce qu'on a l'accès à la verbalisation. Et Bien l'enfant sûr. commence à pouvoir identifier et verbaliser ses émotions. Donc là, on peut l'y aider, et c'est à ce moment-là peut-être que le discours va commencer à se faire par rapport aux émotions, plus précisément. Et donc, qu'est-ce que tu conseillerais à des parents justement qui veulent pas réussir parce que c'est un peu à connotation échec et réussite, Mm. mais disons Mm. qui veulent mener à bien cet apprentissage émotionnel auprès des enfants. Qu'est-ce que tu conseillerais alors avec les âges que tu as en tête toi, hein, à partir de quel âge on commence à parler des émotions, les nommer, etc., etc. Alors, on peut en parler dès qu'ils comprennent. Les enfants parlent, je sais pas, un an et demi, après commencer à, enfin, ils peuvent comprendre très Oui, tôt peur, les mots peur, colère, c'est des mots qu'ils comprennent en fait. Ils vont pouvoir les exprimer 2 ans et demi, 3 ans généralement. d'accord. Entre 2 ans et 4 ans, ça dépend des enfants, chacun son rythme. Il y a pas de, chacun, il y a ceux qui marchent plus tôt, il y a ceux qui parlent plus tôt, enfin Oui, peu importe. oui, Chacun bien sûr. commence par l'apprentissage voilà, qui peut. Euh, donc déjà les nommer, moi je trouve Oui, ça vraiment intéressant qu'on puisse les nommer, mais même pour nous, je trouve que le meilleur apprentissage c'est de leur montrer l'exemple. Ah là je ressens aujourd'hui, ou là je ressens de la colère. C'est ok, c'est pas dangereux que de nommer ça, hein. Mais de dire je ressens, c'est pas la oui, même chose que tu me mets en colère. bien Donc sûr. juste parler de soi. Euh, et après, c'est intéressant, je trouve, de leur apprendre donc à nommer, si donc à partir de 3 ans, 4 ans. Et toi, qu'est-ce que tu ressens Hmm. là? Alors, c'est généralement, il faut partir sur les émotions de base, vraiment On va les peur, nommer donc tristesse, peur, voilà, tristesse, joie, joie, euh, colère. colère. Déjà ça, on est Déjà. bien. Ok. Déjà, on est bien. Et on voit même à 5 ans, Surprise, peut-être aussi. Mais oui, c'est un peu un dérivé de la peur ou pas, la surprise? on peut leur dire oui, Oui, étonné, oui, étonné, ils le comprennent, étonné. Bah, la surprise, c'est un peu neutre, quoi. oui, C'est un espèce de, comme si le cerveau se mettait en pause, le temps de comprendre ce qui se passait. oui. Alors c'est un peu associé à la peur, mais enfin ça va un peu de pair, oui, mais Hmm. voilà. Ça peut D'ailleurs, être une bonne surprise c'est aussi, plutôt hein. à valence positive ou négative? Je parle exprès de valence, hein, mais positive ou Mhm. négative la surprise?
C'est C'est entre entre les les deux. C'est ni l'un deux. ni l'autre. D'accord. C'est l'interprétation qu'on va faire de ce qui se passe qui va faire que ça va être positif ou négatif à Ouais. ce moment-là. Mais c'est que une bonne surprise, une mauvaise surprise. Mais on va toujours avoir la réaction d'un espèce de truc figé comme ça où le corps, là, hop, on stoppe tout. On stoppe les processus de pensée, on stoppe le corps là tout de suite, on s'arrête. C'est un autre truc très physiologique aussi. Ouais. Et on essaie de comprendre ce qui se passe parce qu'on sait jamais si c'est dangereux effectivement. On va voir ce qui se passe. Encore une fois, notre cerveau, il nous protège, il est là pour la survie. Hein. Oui. Il y a vraiment ce truc-là instinctif, c'est la priorité pour le cerveau, nous maintenir en vie. Donc, s'il y a un éventuel danger, il va faire en sorte qu'on se protège tout simplement. Donc, de pouvoir... Oui, Pardon, oui, je fais de la distinction parce que, tu vois, par exemple, un enfant a entendu un gros oui. bruit. Du coup, quel est le cheminement de l'émotion? Est-ce que d'abord c'est de la surprise? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce qu'ensuite on va peut-être aussi avoir une décharge émotionnelle parce que l'enfant a été débordé, donc ça peut se transformer en colère? Enfin, tu vois, on peut avoir un enchaînement du coup, et on peut. Alors justement, quelle est l'émission, enfin l'émotion primaire, ça serait quoi dans ce cas-là? Un événement surprenant, comme un grand bruit, par exemple, pour un enfant, ça ferait Surprise. surprise. C'est souvent la surprise. D'ailleurs, on voit parfois les enfants qui... Alors, ça dépend si le bruit est vraiment inconnu ou pas. Si le bruit est associé à autre chose, par exemple, si c'est un bruit ou c'est quelque chose qui connaît que c'est dangereux, là, de suite, ça va être de la peur immédiatement. Et si c'est un bruit inconnu, il va faire comme ça, généralement, et il va regarder la réaction de son parent. Ah, référence sociale, quoi. Ouais. D'accord. Comment il réagit, est-ce que c'est dangereux ou pas. Et on le voit aussi des fois quand il tombe, il nous regarde, en fonction de la réaction qu'on a, ils se mettent à pleurer ou ils repartent faire autre chose. C'est intéressant. Bah oui. On est leur référence. C'est nous, enfin, dans leur tête, nous, on connaît le monde, on sait ce qui est dangereux ou ce qui est pas dangereux. Si papa ou maman a l'air tranquille, alors, et que d'habitude il est à peu près adapté, alors il n'y a pas de danger. C'est ok, ça va. Le bruit est pas dangereux. Donc c'est intéressant, mais n'hésitez pas à regarder justement les enfants quand ils font comme ça. Ils attendent, ils regardent, et alors si par contre ça nous stresse nous, alors là il y a toutes les chances pour que ça parte en pleurs. C'est pas grave, mais c'est intéressant de le repérer. Et dans ce cas-là, si on se tourne vers eux et qu'on leur dit oh là là, je vois que ça t'a surpris, donc ça permet de poser un mot sur sans forcément révéler ce que nous ressentons du coup. Oui. Donc on renvoie l'enfant à un peu d'introspection sur ce qu'il est en train de ressentir. Ouais. Ça peut être, on peut le faire dans ce sens et dans l'autre. On peut faire oh là, je vois que t'as été surpris, tu t'y attendais pas. On peut lui dire sous la forme interrogative, hein, tu t'y attendais pas. Et puis là, on peut enchaîner sur nous. Ah ben, moi non plus, je m'y attendais pas. Moi aussi, ça m'a surpris. Par exemple, on peut, si on sent que l'enfant est un peu, on peut partir de nous et lui dire directement, voilà, ça m'a surpris ce bruit, je m'y attendais pas, j'ai eu un peu peur. Et l'enfant, s'il a ressenti ça, il va, ok, elle a eu un peu peur, mais là, ça a l'air d'aller, donc c'est bon. Mais t'inquiète pas, il n'y a pas de danger si on n'a pas. D'accord. Donc, on peut faire dans les deux sens. Est-ce que tu fais le lien aussi avec l'aspect physiologique en disant à quel niveau tu as ressenti cette surprise? T'as ton cœur qui bat plus vite? Ou est-ce qu'on peut aller jusque là, disons? Parce qu'il y a plusieurs façons d'apprendre à identifier et puis à verbaliser, à accueillir les émotions. Le fait de se rendre compte des manifestations physiologiques fait partie aussi de cela. Ça nous permet de pouvoir apaiser nos émotions. Le fait de se dire, bah là, ma colère, je la sens, voilà, au niveau de ma poitrine ou je sens de la chaleur dans mon visage. Limite, on est presque pas obligé de nommer l'émotion puisqu'on est en train d'accueillir toutes les sensations relatives à l'émotion. Donc, est-ce qu'on commence aussi avec les enfants en disant, oh là, je vois que t'as l'air d'avoir, enfin voilà, t'as sursauté et peut-être que t'es encore un peu tendu à ce niveau-là. Est-ce qu'on les aide comme ça à se rendre compte de ce que les émotions ont pour effet sur leur corps? Bien sûr, on voit. Bah après, faut adapter vraiment selon les enfants. Il y a des enfants qui sont plus réceptifs que d'autres. Faut y aller à tâtons, faut tenter, c'est par la répétition que petit à petit ils vont s'approprier les choses. Moi, je trouve ça toujours intéressant, effectivement, quand il y a une colère, quand il y a un truc. Alors, pas quand ils sont dans le max de la crise de colère, ça marche pas, ça marche plus à ce moment-là. Mais quand on sent que ça monte un peu, de dire, oh là, t'as l'air en colère, je me trompe. Déjà, voir un peu ce qu'ils ont dit, s'il arrive à dire quelque chose ou pas. S'il dit oui, c'est où que tu le ressens? Généralement, c'est là, enfin, ou c'est dans la tête. Des fois, ils disent ah bon, ok, et puis on peut leur dire elle est grosse comment cette colère. Donc ça leur permet de poser des mots dessus. Ils voient qu'on s'y intéresse, du coup ça valide leur émotion, et aussi ça les aide à connecter à la petite partie rationnelle qu'ils ont, à faire le lien entre les deux. Et ok, j'ai une émotion, il se passe ça, je peux en parler à quelqu'un. Enfin voilà,
ça leur permet ça les aide à développer plus rapidement leur cerveau rationnel, si on schématise. Et ça, c'est hyper important parce que c'est une des vertus de l'accompagnement et de l'apprentissage émotionnel. Lorsqu'on accompagne les enfants en leur faisant prendre conscience de ce qu'ils ressentent, puis petit à petit à réguler, en leur fournissant peut-être des stratégies émotionnelles aussi pour réguler ces émotions, ça aide donc ce qu'on disait tout à l'heure, le cortex qui est ici, le cortex préfrontal, qui est très immature chez eux, qui n'est pas du tout structuré, à de mieux en mieux faire son rôle justement de tour de contrôle par rapport à tout ce qui est cerveau limbique en fait. Donc oui. Et donc c'est important ça, c'est vraiment pour moi primordial. C'est-à-dire que des fois j'entends, mais il faut surtout pas parler de l'émotion à l'enfant, sinon il va croire que voilà il peut faire des crises, qu'il peut faire des caprices ou je ne sais quoi. C'est tout l'inverse en fait. Plus on va poser des mots sur son émotion, plus on va accueillir son émotion, plus ça va l'aider à développer la partie rationnelle. Et donc plus tôt il arrivera à se réguler. C'est des enfants qui se régulent beaucoup plus tôt et beaucoup mieux que les enfants qui ont été qui n'ont pas été accueillis dans leur colère. Alors ceux-là vont être plus sages, disons-le, c'est une réalité, parce qu'ils vont apprendre justement grâce ou à cause, je sais pas, des mécanismes à refouler grâce à des mécanismes de protection dont on parlait. Donc c'est des enfants qui plutôt paraissent plus sages, mais c'est des enfants qui ne savent pas, qui n'ont pas du tout appris à réguler leurs émotions, qui développent un peu plus tard leur tout cortex préfrontal, toute la partie qui peut réguler, et ça en fait des adultes qui gèrent beaucoup moins bien leurs émotions derrière. Donc c'est une stratégie vraiment à très court terme, mais c'est pas du tout aidant. Et au contraire, plus on accueille, plus on verbalise, autant que possible, ça marche pas tous les coups, mais plus on le fait avec récurrence, on essaie une fois, ça marche pas une fois, c'est pas grave, on le fait une autre fois, et ainsi de suite. Plus ça les aide à développer leur cerveau rationnel, et donc ça les aide à savoir se réguler, eux avec eux, mais aussi eux avec les autres ensuite. Alors, là, on a expliqué comment on peut verbaliser ce qu'on voit en observateur, ce qui se passe chez l'enfant. Alors, on va rapidement faire un listing des émotions et de leurs fonctions, si tu veux bien. Colère, ça nous sert à quoi? Quelle est son utilité, la colère? Alors, la colère, et on le voit bien, on a envie de foncer dans le tas généralement. Le moment où on voit les gens sortir de la voiture là pour aller, c'est ce truc-là d'aller affronter l'obstacle. Il y a un obstacle, on va l'affronter. C'est une espèce d'injustice souvent. Soit on va l'affronter quand on peut, soit on met la limite, quoi. Ça nous montre qu'il y a quelque chose, on n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. On met nos limites ou on va affronter. Alors affronter, ça veut pas dire aller taper, mais aller dire quelque chose à quelqu'un, aller mettre sa limite. C'est ça. D'accord. Donc ça nous sert à affronter les obstacles. Voilà. Après, c'est toujours intéressant de laisser poser un peu la colère avant d'agir. Là aussi, avec notre cortex préfrontal, en tant qu'adulte, là aussi, on peut montrer l'exemple autant possible. Ça marche pas, on n'y arrive pas tout le temps, c'est normal, c'est pas grave. On cherche pas du sans faute, mais on cherche plus on va leur montrer ça. Ok, j'étais en colère, je me suis régulée. J'étais en colère, j'ai pris 5 minutes pour aller respirer dehors ou par la fenêtre si on est en appartement, sur le balcon pour faire descendre l'émotion. Et maintenant, je peux en parler. Plus on leur montre ce chemin-là, plus eux-mêmes vont le faire naturellement, en fait. Donc voilà, donc la colère, même nous en tant que parents, ça nous montre qu'il y en a, il y a un truc, il y a un de nos besoins fondamentaux là qui est mis à mal, quoi. Donc voilà la fonction. C'est pas forcément une émotion destructive, enfin, c'est-à-dire qu'en fait, ou destructrice, pardon. On n'est pas là pour, enfin, justement, il faut peut-être aussi enlever cette connotation à la colère. Oui, parfois l'enfant va lever la main ou crier, et on peut percevoir ça comme une agression, mais en fait, c'est surtout de l'impulsivité. Et justement, ça demande à être accompagné, canalisé, à justement accompagner l'enfant pour qu'il parvienne peu à peu à poser des mots sur sa colère, à voir qu'est-ce qu'il a perçu comme un obstacle à franchir, parce que du coup, quand on dit à l'enfant, oh là, ouais, je vois que enfin, tu es frustré, là, ça a l'air difficile pour toi. Quand on l'accompagne comme ça, quand on enrobe un peu son expérience avec ce type d'empathie qu'on va lui offrir, ça va lui faire du bien aussi. Il va dire, ah ben, on reconnaît que c'est difficile ce que je rencontre et finalement, ma colère, elle a lieu d'être, mais j'ai moyen de l'exprimer peut-être différemment. Et donc, on va le guider aussi, comme tu disais, en donnant l'exemple aussi. Moi, j'ai ressenti de la colère et j'ai fait comme ça, en fait, par exemple. Voilà, moi, j'ai été respirer. Et on peut leur dire, et je trouve que c'est ça marche vraiment très très bien de leur montrer l'exemple. Et de toute façon, de pas leur expliquer sur le moment, parce que sur le moment, bah, c'est encore une fois,
c'est encore pire que les adultes. Si on est débordé, si on est très en colère par quelque chose, si quelqu'un vient nous rationaliser en disant mais non, il n'y a pas de quoi être en colère, ça va nous agacer encore plus. Oui, Donc c'est pas le moment. Dans ces moments-là, soit on le fait un petit peu avant quand on sent que la colère monte, soit sur le moment on essaye de trouver des stratégies pour l'apaiser, un câlin s'il se laisse faire, et c'est pas toujours le cas. De sauter sur place, des choses un peu physiques comme ça qui leur permettent d'évacuer. Et après, une fois que c'est redescendu, on peut en parler. oui, Tiens, d'ailleurs, j'ai vu que tu as ressenti de la colère. Tu as le droit de ressentir de la colère. Par contre, taper comme ça c'est pas un truc. Il faudrait. Comment on pourrait. Enfin, c'est pas quelque chose qui va te servir plus tard. C'est quelque chose qui se fait pas, ou peu importe comment on lui dit ça, ou qu'on ne veut pas dans cette oui. maison, peu importe comment on le dit. Voilà, comment t'aurais pu faire? Qu'est-ce qui aurait pu t'aider à ce moment-là? Euh, et on peut leur proposer plusieurs choses selon l'âge. Hein. Ça peut être sauter 10 fois sur place, ça peut être taper dans un coussin, pourquoi pas, si ça fait sortir. Ça peut être de crier si l'appartement le permet, pour faire sortir. J'ai un papa qui me racontait ça, là, sa petite fille des émotions qui n'exprimait pas du tout ses émotions et qui d'un coup donc après quelques séances elle s'est mise à crier d'un coup dehors. Alors sur le moment il était un peu gêné, mais elle a dit ah bah c'est bon, j'ai exprimé ma colère, c'est parti. Et voilà, c'était fini. Donc ça dépend le contexte, c'est pas toujours bien pratique, mais enfin voilà, peu importe, de trouver comment ça peut, de réfléchir avec lui la stratégie qui pourrait mettre en place la fois d'après. Une fois que c'est. D'ailleurs, la colère est un moyen de faire baisser pardon, le cri est un moyen de faire baisser la colère. Le cri, pas contre quelqu'un, le cri en général. On peut faire un truc de karaté, ça va nous permettre de faire baisser notre colère. Les enfants, quand ils crient lorsqu'ils ressentent de la colère, ils s'adressent pas à nous, ils dirigent pas leur cri vers nous. Et nous, c'est pareil, si on fait l'erreur peut-être de diriger nos cris vers eux, ce qui peut se passer, c'est qu'ils vont eux éteindre leur émotion actuelle parce qu'ils vont avoir peur. Et c'est au niveau de l'apprentissage émotionnel, c'est pas le top, quoi, on va dire. Donc on va plutôt, en tant qu'adulte, montrer que bah oui, on peut élever la voix, on peut parce que quand on ressent de la colère, on peut, mais on peut aussi adopter d'autres stratégies pour éviter de crier sur quelqu'un. On peut crier dans un coussin. On peut très bien aussi se dire par jour, allez, on se prend 1 minute toute la famille et on crie tous en même temps, histoire de comme un jeu en fait, pour pouvoir comme tout pape en fait de sécurité. Voilà. Oui. On va d'abord avertir les voisins. Et... Oui, voilà. Ça dépend de la configuration. C'est ça. Mais les émotions doivent sortir. Faut que ça sorte. C'est ce qui est important. Ouais, c'est ça. Ça sert à ça. C'est du mouvement d'une émotion. Oui. Si on le garde à l'intérieur, c'est pas bon en fait. On n'est pas bien. Et on le voit. Hein, étymologiquement, d'ailleurs, émotion. C'est mouvement, motion. Enfin voilà. C'est ça. Exactement. C'est ça. Alors, la colère, ok. Donc, un obstacle perçu. On va passer, si tu veux bien, à la tristesse. Quelle est sa fonction, la tristesse? Alors, la tristesse, ça nous permet, on voit comme on rumine, hein, on se pose des questions, mais pourquoi il m'arrive ça? Mais pourquoi? Donc, on essaye de mettre du sens sur quelque chose. Donc, notre cerveau est particulièrement irrigué quand on est triste. Ça nous permet de mettre du sens sur les choses et de faire le deuil de quelque chose. Donc c'est souvent ça associé à une perte de quelque chose. Une perte. Quand je dis le deuil, ça peut être faire le deuil de l'assiette rose pour les enfants. Ah oui. Peu importe. Hein. Bah oui. Donc c'est voilà, c'est faire le deuil de quelque chose et mettre du sens. Mais pourquoi c'est lui qui a et pas moi? Voilà, c'est besoin de comprendre et donc tous les neurotransmetteurs vont dans ce sens-là pour nous faire ruminer si on ne trouve pas de réponse à nos questions ou si on n'est pas entendu dans nos questions et pour nous aider à faire le deuil, à passer à autre chose, fermer ça pour ouvrir autre chose. Et je crois aussi qu'il y a un message pour l'extérieur dans le sens où les larmes. Alors les larmes nous permettent de baisser aussi notre stress puisqu'il y a le cortisol qui est évacué par les larmes. Mais surtout quand un autre humain va voir quelqu'un pleurer, ben ça va nous faire quelque chose et on va avoir cet élan de vouloir réconforter cette personne et peut-être même nous-mêmes ressentir aussi de la tristesse par contagion. Mais en tout cas, la tristesse, c'est là pour ça aussi, quoi. Exactement, c'est l'émotion qui génère le plus d'empathie. C'est ça. C'est difficile de passer à côté de quelqu'un qui pleure et de rien ressentir, quoi. Enfin, généralement on s'arrête, on le voit même dans le métro des fois où les gens se regardent, ça va. Enfin,
on laisse difficilement une personne qui pleure, même si on la connaît pas, on la laisse difficilement pleurer comme ça Oui, toute seule. On va au moins lui demander si ça va. Donc c'est vraiment une émotion qui sert aussi à ça. C'est une émotion très sociale, hein, oui. voilà, qui permet d'attirer l'attention et de nous. Il y a vraiment ce truc-là d'attirer enfin quelqu'un qui nous console, qui nous réconforte. Oui, et puis le corps est bien fait puisqu'on disait les Mm, larmes vont permettre mm, ensuite de retrouver l'équilibre au niveau du corps aussi, exactement. hein. Donc du coup Ouais. c'est voilà. Donc la tristesse, comment l'accompagner auprès des enfants? Ouais, On peut leur dire oh je vois que cela t'a rendu triste. ouais, C'est vrai que complètement. ouais, Juste un tout petit truc sur les oui, larmes, effectivement, des fois on dit aux enfants pleure pas, t'es un grand ou hmm, pleure pas, alors que les larmes permettent au contraire de faire sortir tous les neurotransmetteurs qui sont gardés à l'intérieur qui génèrent la tristesse. d'accord. Donc plus on sort, plus on fait sortir à l'extérieur, mieux l'enfant va se sentir, et c'est valable pour nous adultes aussi, hein. Donc on va Donc c'est accompagner les larmes. On ouais, t'as va le pas les droit de stopper, on va pleurer, quoi. surtout les Mm, accompagner. Voilà, mm. viens près de moi si tu veux. Puis tu as le droit, tu es en T'as le sécurité, droit tu de pleurer. peux, voilà, c'est ça. Mm, Donc la tristesse, fonction qui nous permet finalement aussi de pouvoir s'entraider les uns mm, les autres, au fond, puisqu'elle mm. nous relie, hein. Complètement. Exactement. Donc l'autoriser, c'est très important, de l'autoriser cette Mm, tristesse. J'ai entendu aussi des parents qui me disaient j'ai du mal à écouter la tristesse de mon enfant. mm. Peut-être que justement ces parents ont eu cet interdit d'exprimer cette tristesse. Mm. J'avais entendu une astuce enfin une astuce, si on veut quoi. C'est Mhm. écouter de la musique triste justement pour débloquer Pire. les émotions. Est-ce que, si en cas de blocage, est-ce que ceci est utile du coup? Pourquoi pas si ça, enfin, ça va permettre de mettre à l'extérieur. Après, moi, je conseille toujours d'essayer de comprendre la cause. Oui. Euh, Pourquoi on est triste en fait? Parce que et ça c'est valable pour toutes les émotions. On peut mettre des choses pour décharger. Mhm. Tout à l'heure on parlait de taper dans un coussin ou de crier ou là de regarder un film triste, pas un film, une musique triste. Alors ça va nous aider à faire sortir, ça va faire du bien, on va se sentir mieux après. Mais si on n'a pas compris pourquoi on est triste, par exemple si en tant qu'adulte on voit qu'avec notre enfant dès qu'il est triste c'est très difficile pour nous, regarder ou écouter une musique triste après va nous permettre de faire sortir ce qu'on a accumulé à l'intérieur Oui. de tristesse. Donc ça, c'est une bonne chose, mais ça va revenir. On va être toujours dans la même difficulté si on n'essaye pas de comprendre pourquoi on a été triste ou quelle tristesse a pu être bloquée, à quand ça remonte, est-ce que ça Hmm. parle de quelque chose en particulier. Donc c'est toujours intéressant de faire ce cheminement autant que possible, nous en tant qu'adultes. Tiens, de quoi ça parle? Pourquoi c'est si difficile pour moi la Oui. colère ou la tristesse ou la joie pour certains? Hmm. Et on peut aussi parler du corps aussi qui on va être comme ça un peu prostré. On Oui. va lorsque l'enfant, enfin on la voit la tristesse en fait Ouais, chez, c'est du repli sur soi, c'est hein, ça, pour c'est le du coup. repli. Tout Oui, à l'heure, on parlait de la joie, où là, oui, waouh, ouais. content, on saute en Ou l'air, de on a la envie de lever colère les bras. qui est Ouais, plutôt là, on est plus. voilà. La tristesse, c'est du repli sur soi. On est là dans notre truc, on a besoin de faire le deuil, d'être Oui, de comprendre. Donc d'une part, ça attire l'autre, mais c'est aussi un moment où on a besoin de faire sortir, de comprendre ce qui s'est passé, quoi. c'est ça. Voilà. Alors, et donc c'est intéressant. Tout ce qu'on se dit là, c'est valable pour nos enfants, mais c'est valable pour nous quand on est triste. Est-ce que je dois faire le deuil de quelque chose? Des fois, on pense qu'il va se passer quelque chose et puis ça se passe pas comme on Oui. voulait, donc on doit on est déçu de ça, donc on doit faire le deuil de ce à quoi on s'attendait. Hmm. Enfin, juste des fois de comprendre, ça nous permet voilà, pourquoi et de mettre du sens. Je suis déçu de ça. Ok, j'ai le droit d'être déçu de ça. Je comprends. C'est pour ça que je suis triste. Et pourquoi ça s'est passé comme ça? De faire les deux, eh ben ça va nous permettre de plus être triste. Alors que si on se dit allez, faut pas que je sois triste, c'est bon, je passe à autre chose. Bah la stressette, elle va de toute façon ressortir à un autre moment. Et c'est valable aussi et surtout pour les garçons. Oui, On va rappeler quand oui, même que les garçons ont parfaitement le droit de pleurer et oui, d'exprimer la tristesse. Je dis ça pas pour rien parce qu'il y exactement. a encore des clichés sur tu dois être fort, serre les poings, ne pleure pas, Ouais, t'es pas une fille. On c'est l'entend ça. encore beaucoup. Ben Bah non, oui. les émotions sont universelles et Mm, heureusement que ben mm, justement pour qu'on puisse les aborder correctement avec tout le monde, c'est mm. les émotions, c'est aussi valable pour les et c'est valable pour tout le monde en fait. C'est ça. Donc les Tout garçons, le monde a les mêmes, les hommes comme les femmes ont les mêmes émotions. c'est C'est ça, pas, il n'y a pas des émotions réservées aux femmes, c'est ça. des émotions réservées aux hommes. Tout le monde les a. Donc, sauf qu'il y en a certains qui ont appris Oui, les femmes ont plus le droit de pleurer dans ce qu'elles ont appris petite fille généralement. Les garçons ont plus le droit les filles plus la tristesse qui est oui. acceptable. Les garçons, c'est plus la colère, oui, c'est un espèce de truc, voilà, t'as le droit d'être, enfin,
il y a quelque chose autour de ça pour les petits garçons. Par contre, je le vois encore effectivement, hein, Oui. des fois des petits garçons dire pleure pas, t'es pas une fille. Bon, bah c'est encore Eh oui. véhiculé quoi. Donc alors qu'ils ressentent de toute façon, j'insiste, si on étant donné qu'on ressent tous les mêmes autant d'émotions les uns que les autres, euh, juste on le met à l'intérieur et on se prive d'une partie de nos messages physiologiques. Donc c'est comme si on se privait du ah bah tiens j'ai sommeil, faut que j'aille dormir, ah bah tiens j'ai soif, faut que je boive. Oui, C'est sacrément handicapant quand même. tout à fait. Donc c'est dommage de se priver de tout ça qui comme faut voir les émotions comme des signaux qui nous guident. C'est comme une boussole en fait. Ah bah tiens je ressens ça. Tiens de quoi ça parle? Alors ça prend un peu de temps oui mais Oui. on vite l'habitude. Ah bah ok c'est ça. Ah bah tiens, je comprends. Quelle solution je peux trouver pour ça? Ah ça. Ah bah ok ça va mieux. Et hop ça nous guide en fait sur ce qui est bon pour nous. Et se priver de ça c'est vraiment se couper d'une grosse Et partie quoi. il y a aussi une racine de la violence. Je vais être, alors tu me dis si je me trompe, mais par exemple un garçon à qui on aurait répété toute son enfance qu'il n'a pas le droit de pleurer. Mm. Et au contraire, lorsqu'il faisait preuve plutôt d'agressivité, bah, c'était OK. Agressivité sourcée sur la colère. Mm. Eh bien, peut-être que son circuit d'expression émotionnelle s'est un peu déporté et qu'au lieu de pleurer, il va faire preuve d'agressivité. D'où Mm. l'intérêt de vraiment ouvrir les portes à toutes les émotions et qu'elles aient vraiment leur bonne place et et que la personne qui va recevoir cet apprentissage, être accompagnée dans cet apprentissage émotionnel, ait la bonne grille d'analyse de son monde environnant, parce qu'on le répète, les émotions ont des fonctions adaptatives, elles sont là pour nous permettre de nous adapter à notre environnement. Et si les deuils ne sont pas pleurés, ne sont pas ressentis avec tristesse, et qu'au contraire, on va faire preuve d'agressivité, et ben du coup, la fonction de la tristesse n'aura pas fait son office, et au contraire, ben, on aura peut-être même été agressif par rapport à notre environnement, etc., parce qu'on s'est interdit cette émotion. D'où l'intérêt aussi d'aller voir des professionnels Mm. pour, comme tu disais, refaire cet apprentissage, reconnecter correctement les émotions avec les besoins, etc., etc. Donc, Exactement. est-ce qu'on a fait le tour sur la tristesse? Oui. Oui, oui, oui. Bon, Ah je suis oui. un peu triste, du coup, qu'on arrête avec la tristesse. Je vais faire le deuil. Faire le Je deuil voudrais de qu'on cette parle partie-là. rapidement Mm. de la peur. En plus, là, il y a eu un événement au Maroc, Oui. et justement, il y a une question dans ce Mhm. sens. Comment accompagner la peur des enfants, justement, d'ailleurs, comment elle s'exprime, etc. Un peu Mm. les mêmes questions qu'on a posées depuis le début, disons. Quelle est Mm. sa fonction Alors, déjà, la peur? ouais, déjà, la fonction de la peur, c'est de nous protéger du danger. On a peur de tout ce qu'on connaît pas parce qu'on a peur puisqu'on connaît pas, ça peut nous mettre en danger. Donc, encore une fois, c'est cette question de survie, hein. Et la peur, par-dessus tout. C'est très primaire, la peur, hein. C'est une des premières émotions qu'on ressent. On a peur, ça nous protège du danger. Euh, donc, c'est tout à fait normal d'avoir peur. Là aussi, hein, il n'y a aucune raison que les garçons aient plus peur ou moins peur que les filles, quoi. C'est pareil. Euh, mais on peut se couper plus ou moins. C'est intéressant hein, de voir ça, en fonction de ce qu'on. Il y a des études qui montrent ça, en fonction de comment l'adulte va interpréter les pleurs d'un bébé. Oui. Euh, L'adulte va pas interpréter les pleurs d'un bébé de la même façon si c'est une fille ou un garçon. Je trouve ça intéressant là d'en parler. Alors je sais plus si c'était sur la peur. C'est en tout cas, par exemple, pour des pleurs, je crois que c'était la tristesse et la colère, enfin, je retrouve l'étude. Des pleurs chez une fille vont être interprétés comme de la tristesse, donc la petite fille va plus être consolée de ça, alors que le garçon, ça va être plus interprété comme de la Ah, colère, donc lui sera moins aidé dans l'émotion. Dès tout petit, des bébés, hein. Donc ça génère aussi des choses, parce que comme je le disais tout à l'heure, si on n'accueille pas l'émotion de l'enfant régulièrement, alors il sera moins en capacité de gérer son agressivité après ou sa oui. colère, en tout cas je parle d'agressivité, ce que tu disais qu'effectivement une colère mal gérée peut finir par Hmm. tendre vers des comportements plutôt agressifs. Euh, donc la peur, c'est pareil, c'est souvent pour les petits garçons assez connoté négativement, quoi. Faut pas avoir peur, les super-héros ils ont pas peur. Donc c'est intéressant déjà de réhabiliter la peur. Donc la peur elle est là pour nous protéger du danger, c'est normal d'avoir peur. Là on l'a vu avec nos enfants, ils avaient peur à la rentrée, tous à leur niveau, mais voilà, c'est normal qu'il y ait de la peur. Donc déjà de normaliser Oui. ça, la peur elle est là pour nous protéger. On peut leur dire hein, ah bah t'as peur, oui bah c'est normal quand on vit quelque chose de nouveau. On a peur parce que notre cerveau il essaie de nous protéger de ce qu'il connaît pas pour nous protéger du danger. Mais t'inquiète pas, à cet endroit-là il y a pas de danger, par exemple. Euh, mais on peut leur dire comme ça. Donc la fonction adaptative avant toute chose de cette émotion-là, c'est de nous Oui. protéger du danger et nous garder en vie.
Et par rapport à un événement Mm. comme cela s'est produit, un tremblement de terre, du coup, comment Ouais. accompagner les enfants au mieux? Et je pense qu'il y a un accompagnement aussi à faire du côté des adultes, évidemment, hein, qui vont, en plus de leur anxiété, se rajouter la peur de l'impact sur l'enfant. Donc, comment faire, en fait, pour déjà C'est verbaliser, différent. j'imagine? Ouais, c'est ça. Disons que ça dépend si l'enfant est au cœur de ce qui est en train de se vivre ou pas. Oui. Un enfant qui est sur place, ça va pas être géré de la même façon qu'un enfant qui a des kilomètres. Hmm. Euh, Si c'est à des kilomètres, c'est plus la peur de l'adulte en fait. Oui. L'enfant, il n'y a aucun enfant qui ait peur. Par contre, il va voir ses parents qui ont peur, Oui. donc il va pas comprendre. C'est une Donc, confrontation directe et indirecte, en fait. Il y a la ouais, différence entre les deux. Oui. si l'enfant est pris dans un événement traumatique, et là, c'en est un pour ceux qui étaient sur place, évidemment, euh, alors là, la prise en charge est Oui. différente. Là, mais voilà, pour tous ceux qui étaient loin, alors, attention aux images des médias aussi. Oui. Faisons attention à ça, parce on banalise beaucoup, hein, mais même nous, en tant qu'adultes, hein, c'est pas du tout bon pour nous de voir des images comme ça en Hmm. permanence. Ça veut pas dire qu'il faut se couper de ce qui se passe, mais il faut se Oui. protéger du visuel, de ce qui peut. C'est ça. Et, et encore plus avec les enfants qui ne comprennent pas grand-chose à tout ça. Oui. Et puis les images Donc, marquent, donc ils peuvent voir des images très choquantes alors qu'en réalité, ils n'ont pas connu ça. Et le c'est ça. cerveau ne va pas faire la différence entre ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont vécu, ce qui Enfant, fait que ça peut déclencher chez eux ouais, un hein. trauma quelque Oui, part. par les images, tout à fait. C'est important de les protéger de ça. Le cerveau fait pas la différence entre ce qu'il est en train de vivre tout de suite ou ce qu'il voit. C'est comme l'exemple que je donnais tout à l'heure pour on pense à un aliment qu'on aime bien, je sais pas, des frites, du chocolat, on va saliver. Le Ouais. cerveau, il fait pas la différence qu'on ait vraiment des frites là ou qu'on y pense en fait. Pour lui, c'est la même chose. Il Oui. sécrète de suite ce qu'il faut pour digérer. Bon, si l'enfant ou si nous-mêmes, hein, en tant qu'adulte, mais encore plus pour l'enfant, on est confronté à des images traumatisantes sur un écran, alors notre corps, il va sécréter du cortisol, tout ce qu'il faut pour se mettre pour se protéger du danger, ça va nous mettre en état de stress très Oui. fort en fait. Oui. Alors qu'on n'est pas en train de le vivre. Mhm. Donc voilà, déjà, ce qui me semble important, c'est autant que possible de se préserver tous des images. Ok. Et ensuite, l'enfant, en tout cas pour tous ceux qui étaient loin, n'a pas vécu ça. Donc, il s'agit plus de parler de la peur de l'adulte et de lui expliquer, ah ben, papa, maman est pas bien parce que il s'est passé à cet endroit-là ça. Enfin, on peut leur Oui. expliquer. Hein. Alors, ça veut pas dire qu'il faut expliquer dans les détails, mais c'est important qu'ils puissent mettre des mots sur nos attitudes, sinon ils vont Oui. pas comprendre et ils vont avoir peur de notre peur en fait. C'est ça. On est comme tout à l'heure ce qu'on disait sur quand ils s'arrêtent comme ça, qu'ils regardent comment on réagit. Pour eux, tout événement est neutre. Oui. Donc, s'ils comprennent pas pourquoi on est stressé ou on a peur, ou on est triste ou Oui. ils sont pas bien. C'est ça. Et donc il y a une question tout précise qui consistait à dire l'enfant a ressenti le tremblement. Mm. Donc il l'a vécu Ok. et finalement il a eu peur et j'imagine que voilà c'est vraiment une peur sur un événement réel du coup. Donc D'accord. quel est l'accompagnement qu'on peut déjà proposer aux parents dans un premier temps, En simplement. parler. En parler. Tu as eu peur. Moi aussi, j'ai eu peur. Si l'enfant était là, probablement que le parent était là. Moi aussi, j'ai eu peur de normaliser ça. C'est pas souvent qu'il se passe ça, mais des fois, ça arrive, c'est vrai. Et moi aussi, j'ai eu très peur, c'est normal. Et viens faire un câlin et de sécuriser au maximum. Est-ce qu'on explique Euh, aussi? Parce que du coup il y a aussi la peur de l'inconnu et l'inexplicable. Est-ce que mm, par mm, exemple on peut alors pas tourner ça en forme de jeu parce qu'il y a eu du drame et peut-être qu'il y a même de la tristesse associée à ça en oui. fonction de l'exposition aux informations qu'il y a eu pour l'enfant. C'est pour ça que tu Mm, disais c'est important de filtrer mm. les informations et de Oui. pouvoir répondre au questionnement de l'enfant, mais à la rigueur le questionnement il se présente s'il y a beaucoup d'infos et il va peut-être même être dans une grande confusion du coup. Mais est-ce qu'on Mm, peut aller jusqu'à l'explication une fois que l'accueil de la peur a été fait, etc. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est qu'un tremblement de terre, bien sûr. puis peut-être le montrer comme ça avec des jouets, en disant voilà ce qui se passe, et tu vois, regarde le jouet, voilà, il tremble, etc. C'est ce qui t'est arrivé. Tu penses que le Mm, jouet, il ressent quoi? On peut aussi basculer tout à sur du fait. jeu comme ça. Exactement. Euh, c'est ça. Exactement. Et de pas avoir peur de mettre du sens. Le cerveau a besoin de mettre du Hmm. sens. Et donc, comme ça, il va comprendre, ça sera beaucoup plus contrôlable pour lui. Oui. Et effectivement, si on met des jouets qui sont aussi sur quelque chose Hmm. qui tremble et tout,
il va pouvoir dire ah bah je pense qu'il ressent ça. C'est plus facile pour les enfants de dire ah bah c'est ou leur peluche préférée Oui. ou une autre peu importe. Et qu'est-ce qu'elle ressent à ton avis oh là, là, elle doit avoir peur et tout et ça leur permet de mettre des mots dessus. Et oui, c'est important. Alors après, attention à tout ce qui est stress Ah oui, post-traumatique, ça c'est bien encore sûr. autre chose. Ça c'est autre chose. On va Euh, pas. Oui, 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 voilà, tout à fait. mais dans ce genre d'événement, il peut y en avoir. Donc, si on voit que l'enfant a des flashs de ce qui s'est passé, là, c'est juste vraiment, si on voit qu'il a des flashs, des Du sursauts, mutisme aussi, je crois, hein. Du ouais, coup, du il peut aussi être un retrait mutisme, complètement. Ou... Ouais. voilà. Si on voit qu'il change complètement de comportement, c'est normal qu'il y ait encore une fois, pour ceux qui étaient sur place, hein, les autres, c'est vraiment de ce qu'ils ont Oui. compris de ce qui se passait, c'est encore autre chose. Mais ceux qui étaient sur place, peuvent avoir effectivement développé un syndrome de stress post-traumatique. C'est tout à fait normal pendant 2-3 semaines d'avoir des symptômes. Ce qu'on appelle les symptômes, c'est l'hypervigilance, tout ce qui ressemble à ça, ou les odeurs qui ressemblent, ça les met en vigilance comme ça. Réactive. Ils Ouais. sursautent, ils ont des flashs, ils repensent à des bouts un peu Hmm. ça. 2-3 semaines, c'est OK, ça doit diminuer. Si au bout de 3 semaines, il y en a encore, alors il vaut mieux consulter. Ça se traite maintenant quand même, notamment avec l'ICV par exemple, Oui. très facilement. Euh, voilà, ça, il s'agit pas de laisser traîner. Et c'est pas là pour les adultes qui étaient Tout à sur place fait. également. Donc restons Euh, attentifs. Restons attends. attentifs surtout. Pour ceux Et qui étaient sur place, les autres, oui, c'est pas du tout. Il y a pas de stress post-traumatique. C'est vraiment deux choses c'est différentes. ça. Et le réconfort, hein, toujours pareil, on est toujours sur une phase d'accueil et de Voilà. réconfort. Peu Ce important. genre d'événement dramatique est un moyen aussi de nous reconnecter, de nous réunir, nous réconforter. Donc la peur, elle est là aussi. Hein, le réconfort passera par cela aussi. Merci pour ces réponses pour la peur. Et on va terminer, parce qu'on avait prévu une demi-heure, mais on a débordé. Et on a C'est- du c'est- mal Bon, Alors, on va finir sur du sourire, ouais, justement. On va finir sur joie. sur la joie. Hmm. Alors, quelle est la fonction de la joie déjà? Et que se passe-t-il dans le corps quand on ressent de la joie? Ouais. Alors là, tous les voyants sont ouverts pour le cerveau. Il n'y a pas de danger. Donc le cerveau, il dit il n'y a pas de danger, on peut s'ouvrir à ça. Et c'est là qu'on va pouvoir, euh, on le voit souvent les bras en l'air, on saute en l'air, on est content. Même les adultes, des fois, on est comme ça. Quand il se passe un truc bien, on a envie de le partager, on a envie de le fêter. Donc ça a aussi une fonction très Oui, sociale, hein, la joie. Ça nous renseigne sur ce qui est bon pour nous. Alors, ça nous détend physiquement. Il y a vraiment le cœur qui ralentit, les muscles qui se détendent. On a les épaules de suite, les trapèzes beaucoup moins tendus. On est bien, quoi. On est pareil, le sourire. ouais. Enfin, ça peut être intéressant de se regarder dans le De miroir en Duchesne. pensant à un truc, en pensant à quelque chose qu'on aime bien. Là, on est tout ouvert, même les yeux sont ouverts et tout, alors que dès qu'on pense au dégoût, alors là, bon, le Ouais. visage est tout refermé, quoi. C'est intéressant de le voir. Euh, et donc là, vraiment, on rayonne notre joie. Donc c'est vraiment quelque chose de très social aussi. C'est comme si on allait dire aux autres, ah bah ça c'est pas dangereux, vas-y. C'est Enfin, ça. il y a vraiment cette fonction-là. Donc on sécrète tout un tas de choses qui nous rendent bien, tous les neurotransmetteurs du bonheur. Donc c'est intéressant parce que souvent, comme la joie nous embête un peu moins que les autres émotions, je trouve on la potentialise pas assez, on lui donne pas assez de place. C'est intéressant quand on ressent de la joie et quand on voit notre enfant qui reçoit de la joie. Des fois, on a envie de lui dire, bon bah c'est bon, assis-toi là quand il saute et qu'on est fatigué et tout. Mais au contraire, ça peut être intéressant d'essayer de se laisser contaminer par cette joie. Raconte-moi ce qui te donne de la joie là. Et puis pourquoi pas de sauter en l'air avec eux, pourquoi pas, ça peut que nous faire du bien aussi nous en tant qu'adultes. Attention, vraiment toujours s'il y en a, mais euh, de pouvoir là aussi, c'est où là dans ton corps? Où est-ce que tu la ressens ta joie? Généralement, c'est là qu'on la reçoit, qu'on la ressent. On peut dire ah oui, c'est comme un soleil qui rayonne, ça fait du bien et ça permet vraiment de sécréter encore plus, comme tout à l'heure pour quand on salive, juste ou quand on a des hauts de cœur juste en pensant à un aliment qu'on déteste. C'est la même chose, notre corps il réagit. Donc c'est tellement dommage, je trouve, de se priver de tous ces neurotransmetteurs qui Et nous font du bien. si on n'y Donc arrive pas? ah, C'est-à-dire que si on est dans un bad mood, on va dire, et que la joie est très désagréable pour nous quand on la voit, qu'est-ce qu'on fait du alors, coup? souvent, c'est la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure pour la tristesse ou pour la colère. Des fois, enfant, on a été limité là-dessus. C'est-à-dire qu'on nous a dit, ah, c'est bon, assis-toi, enfin, reste en place, ah, bah, va te calmer. Parfois, il n'y a pas eu de place pour la joie. Et quand on a appris que la joie, ça embêtait les autres, alors, bah là, c'est comme si notre cerveau, il avait du coup intégré ça un peu à l'envers. Quand je suis joyeux, je dois rester dans mon coin, alors que la joie, elle nous invite à toute autre chose. Donc c'est toute une reconstruction de ça.
déjà d'en prendre conscience, des fois ça suffit, de dire ah ouais tiens, c'est vrai que quand j'étais petit, j'avais pas le droit moi d'exprimer ma joie. Euh, et puis si on n'y arrive pas tout seul, pas hésiter de faire quelques séances avec un psychologue qui puisse essayer de recontacter un peu à l'enfant qu'on a été et de lui redonner toute la joie, Oui, toute la légitimité de sa joie. Et l'enfant a le droit d'être joyeux, quoi. Tout comme il a le droit d'être en colère. Et l'adulte aussi a le droit d'être joyeux. C'est pas ne pas être sérieux. Ça fait partie aussi de nos émotions de base, de ce qui nous fait du bien, de ce qui équilibre aussi le tout pour une vie bien plus sûr. heureuse. Et il faut peut-être aussi se poser la question à savoir si on a peur du jugement d'autrui, qui peut même Mm. aller jusqu'à la phobie sociale parfois. Mm. Justement, là aussi, se faire accompagner pour savoir si ce poids du jugement d'autrui, alors qui peut aussi être dû à une estime de soi basse, on va dire, mais ne vient pas occulter notre joie tout le temps, en fait. On est tout le temps en train de se poser la Mm. question, mais voilà, comment les autres vont me juger si j'exprime ma joie, etc. En fait, Mm. moi, il y a une vidéo que j'aime bien sur Internet, elle est très vieille, hein, mais c'est une personne qui commence à rire dans le Ok. métro, et tout le Ah. monde regarde la personne Mm. qui rit et qui se met à rire Mm. aussi, Ah, et ok. ça se diffuse dans toute la rame en fait, et tout le monde se met à rire, mais à gorge déployée, Mm. parce que c'est aussi une des vertus de la joie, c'est-à-dire qu'elle a effectivement cette Communicatif. contagion-là. Mm. Et d'ailleurs, j'en profite, lorsqu'on a un enfant en face de nous, qu'on lui sourit, bah, il va être dans ce qu'on appelle le cerveau qui dit oui, Oui. c'est-à-dire qu'il Mm. sera plus collaboratif. Et en Bien plus sûr. de ça, il doit apprendre des choses, il apprendra d'autant mieux Mm. que si on le Mm. Mm. gronde ou si encore on le menace ou quoi que ce soit. Parce que la joie a cette vertu aussi d'ouvrir un peu nos capacités intellectuelles, on va dire, quoi. Notre créativité aussi, Exactement. d'ailleurs. On est plus Donc, réceptif. c'est C'est ça, ce truc-là c'est d'ouverture. ça, Mm. c'est Alors ça. que si on est dégoûté par les mots de maman ou de papa qui nous dit de faire les devoirs ou je ne sais quoi, on n'est pas réceptif du tout, hein, on est fermé comme pas possible. Donc c'est complètement ça. J'ai vécu un fou rire dans un RER comme ça, un fou rire. C'est très impressionnant. Hein, et c'est assez drôle d'ailleurs. C'était une maman qui était complètement épuisée avec ses deux enfants qui partaient dans tous les sens. Et je crois que toute la rame, je le raconte là parce que c'est communicatif aussi, Oui, je trouve. Toute la rame avait essayé d'aider cette maman qui n'en pouvait plus avec ses enfants qui sautaient partout. Elle était crevée, ça se voyait la pauvre. Et donc il y a des gens qui racontaient des histoires aux enfants, qui donnaient un gâteau aux enfants, qui ont toute la rame a essayé de participer. Euh, et je sais pas pourquoi, à un moment donné, cette maman s'est mise à rire, mais je crois que c'était très nerveux. Elle a dit, et en plus, je travaille dans une crèche, je vois ça toute la journée. Et là, elle s'est mise dans un fou rire. Ça a fait rire le voisin, ça a fait rire l'autre voisin. Et finalement, toute la rame s'est mise à rire, mais à gorge déployée. C'est un moment magique dont on se souvient. Donc, et c'est intéressant. Vous voyez, la joie, là, on a envie même là, j'ai envie de ouais, le raconter. oui, C'est ce truc-là, quoi, où on a envie d'en parler. Et c'est juste d'y penser, d'imaginer ça fait sourire. Alors qu'à l'inverse, si on imagine un truc très dur, très rude, hop, on va se sentir pas bien. c'est ça. Donc, ne nous privons pas de ces joies, de raconter les joies. Et ça peut être hyper intéressant aussi d'apprendre aux enfants, et de le faire pour nous aussi, de nous connecter à une joie tous les soirs. De dire, tiens, est-ce qu'il y a eu une joie dans ma journée? Et je dis ça parce que, pour finir, pour pas conduire avec ça dure trop longtemps non plus, mais pour finir, c'est ce que je trouve ça important. En fait, le cerveau, il est fait pour voir plus facilement le négatif que le positif. Pourquoi toujours cette question de survie? Si on le négatif, si on le voit pas, ça peut nous mettre en danger. Donc c'est pour ça qu'on rabâche des trucs Hmm. et que on va accrocher sur ce qui est négatif, difficile, pour pouvoir trouver des solutions adaptées, pour pouvoir rester en vie, Rester quoi. en On va vie, dire. oui, Voilà. Tout ce qui concerne tout ce qui est positif, finalement, ça menace pas notre survie. Donc notre cerveau, il accroche moins. C'est rare qu'on rumine autour de ce qui s'est bien passé, quoi. hmm, Et donc c'est intéressant de lui donner un coup de pouce pour non pas. Des fois on me dit oui, mais ça veut dire d'oublier le négatif. Non, c'est pas ça. C'est juste pour rééquilibrer les choses. Naturellement, le cerveau le fait pas. Donc c'est de rééquilibrer. Le cerveau accrochera toujours sur le négatif. Ça va pas changer ça. Mais il apprendra aussi à accrocher sur le positif. Donc ça va équilibrer les choses et on en est quand même d'autant plus heureux. Et ça permet de créer les connexions neuronales associées. Et donc ensuite, c'est tout un apprentissage. Et ouais. si on peut équiper les enfants avec cet apprentissage-là, c'est quand même chouette. Et hacking, brain hacking, la rétroaction faciale. Oui, Parce qu'en fait, oui. ressentir de la joie, ça nous fait sourire. Mais Mm, quand vous souriez et mm, quand vous vous forcez, hein, enfin si on mm, veut, hein, à sourire, on va donner le message au cerveau que tout est OK et on va mm. ressentir de la joie. C'est Donc du coup, c'est ce qu'on ça. appelle la rétroaction faciale. Donc en souriant, on peut déclencher aussi de la C'est joie en ça. nous. Et on pourra peut-être le
développer dans un autre live, c'est hyper intéressant ça, parce qu'effectivement, juste en prenant la posture Eh de oui, la colère, de la joie, de la peur, le corps fait pas la différence et sécrète les neurotransmetteurs associés et finit par nous faire ressentir cette émotion-là. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de le faire avec la joie et d'en avoir conscience pour les autres émotions. Mais on pourra en reparler, oui, ça bah peut oui, faire oui, oui. Oui. le rapport, le lien entre le corps et les émotions et comment par la pensée on peut effectivement Oui. modifier des choses. Et puis même vous là, je sais pas si vous, comment vous nous écoutez, debout, assis, peu importe, essayez de prendre conscience de votre posture et lorsque vous allez arrêter ce live, quand vous allez vous lever, essayez de marcher plus ou moins vite, voir un peu ce que ça donne, en bombant le torse et puis en vous tenant bien droit et vous allez voir, il y a une différence assez flagrante sur la confiance en soi et sur le fait d'être plus ouvert, etc. Parce que le corps, si on agit sur le corps directement, ben, on peut effectivement venir modifier l'humeur, quoi. Donc Exactement. c'est vraiment précieux. Et effectivement, cette posture-là de je suis confiant et tout, ça vient modifier notre cerveau, croit que du coup on est confiant et donc il n'y a pas de danger et donc on peut être confiant. Donc c'est juste la posture va changer les croyances de notre cerveau et du coup les neurotransmetteurs qui va sécréter. Donc on le développera davantage, mais c'est Oui, vraiment on hyper va intéressant. faire des sessions d'entraînement à des postures du pouvoir. Tu sais, il y avait une psychologue Que qui ça avait m'est déjà écrit, d'essayer avec le sourire, là, oui, effectivement, pour tous ceux qui nous écoutent, de marcher effectivement torse bombé juste après pour voir comment la différence quand on marche comme ça ou quand on marche comme ça. Il y a une différence flagrante et on peut faire pareil avec la joie, comment on se sent quand on sourit et comment on se sent quand on venait comme ça. Là, juste expérimenter, voir ce que ça fait. et si vous n'y parvenez pas, mémoire et normalement visualisation, si vous avez quelqu'un en tête qui est tout le temps souriant, pensez à cette personne C'est vrai. et hop, enclenchez aussi sur, ah bah oui, enfin ça va mieux, quoi. Voilà, parce qu'on a aussi ce pouvoir avec l'imagination, hein, du coup. Et Donc, les enfants, les super-héros, c'est génial ça oui. pour parler de la peur. Allez, comment il fait Superman? Enfin, Superman, c'est peut-être un peu jeu, mais en tout cas, Non, bah, ma génération. non, non, je Mais peux pas te laisser dire Superman, ça. oui, les Pokémon et tout ça. Bon, bref, il y en a, voilà, tous ceux qui sont dans cette posture-là, c'est hyper intéressant parce que ça parle à fond aux enfants. Eh oui, mais on y reviendra, ça va faire l'objet, je pense, d'autres lives. Merci beaucoup, Sophie, Avec pour toutes ces informations grand précieuses. plaisir. Merci Avec à grand toutes et plaisir. tous d'avoir Merci de nous participé avoir à ce écoutés. live. Et puis à très bientôt autour des émotions. Merci, très bonne journée. Au revoir. Bye, Sophie. Bye.